Merci de votre présence et de votre participation au quatrième rendez-vous des managers de proximité et élus de Seine-et-Marne organisé par la CCI. Donc aujourd'hui, on a choisi de vous mobiliser et de vous proposer un atelier sur les questions des outils mobilisables pour structurer votre commerce et lutter contre la vacance commerciale. C'est en lien plus ou moins direct, à mon sens, avec l'atelier précédent qui s'est déroulé le mois dernier où on a fait un état des lieux du commerce sur notre beau département de Seine-et-Marne avec une intervention de Jérôme qui nous a présenté un peu les chiffres clés en la matière, avec pour objectif là de voir dans quelle mesure vos collectivités respectives sont en capacité, au travers de cet état des lieux, de mettre en œuvre des politiques d'accompagnement et de structuration du commerce sur vos territoires respectifs, que ce soit sur vos centres-villes ou sur d'autres périmètres commerciaux présents sur vos territoires. Donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Élodie Mazin et Frédéric Petit qui vont intervenir sur une partie en lien avec l'urbanisme, le droit de l'urbanisme, et dans quelle mesure, au travers des différents outils déployables sur vos territoires, vous êtes en mesure de structurer votre tissu commercial. Et moi, j'interviendrai à la suite de leurs propos sur d'autres outils, notamment le droit de préemption commerciale, la question également des foncières de redynamisation commerciale, et enfin la question d'un outil fiscal qui est peut-être d'ores et déjà déployé par certains d'entre vous par vos collectivités, qui est la taxe sur les friches commerciales. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être présent. Et puis, bah, écoutez, je vais donner la main à Élodie et Frédéric pour leur présentation des outils mobilisables en matière d'urbanisme. Oui, bonjour à tous. Alors, je propose, Frédéric, qu'on se présente. Je te laisse commencer, peut-être. Oui, alors bonjour à tous, Frédéric Petit, je suis responsable du service qui traite de tout ce qui est mission consultative, des études, du SIG, de l'urbanisme commercial. Et donc, moi, Élodie Mazin, je suis chef de projet études. Et donc, je travaille plus spécifiquement sur le suivi de tous les documents d'urbanisme sur le département de Seine-et-Marne. Je travaille également sur l'observatoire des zones d'activité que l'on a au sein de la Chambre de commerce, que l'on développe en partenariat avec la DDT de Seine-et-Marne. Voilà. Et je participe également à tout ce qui touche enfin, aux études qui peuvent concerner le commerce. Donc effectivement, là, l'objectif de notre présentation d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter les outils de planification que vous pouvez mobiliser en matière d'urbanisme commercial. Alors, n'hésitez pas à intervenir tout au long de la présentation. Ça permettra de répondre de suite aux interrogations que vous pouvez avoir. Donc, c'est Frédéric qui va commencer et puis on va alterner tous les deux pour on va essayer d'avoir une présentation un peu dynamique. Voilà. Euh, Effectivement, c'est peut-être pas un sujet que vous avez en tête tout de suite pour essayer de réguler et de voir ce que l'on peut faire sur le commerce et lutter contre la vacance commerciale. Et pour nous, c'est de vous convaincre d'une part de l'utiliser et d'une part de participer lorsque dans vos territoires, vous avez des révisions, des élaborations des PLU, PLUI ou de vos SCOT. Parce que finalement, ces documents de planification, ils donnent des conditions favorables pour la valorisation des commerces. Ils travaillent en même temps à des échelles de temps et territoriales plus ou moins grandes, c'est-à-dire que ça va être du court terme jusqu'à du moyen terme. Et ça permet notamment de définir les zones où on peut mettre des commerces, où on va réfléchir à l'équilibre entre les territoires, où on va agir de façon prescriptive sur les autorisations d'équipements commerciaux. C'est tous les équipements de plus de 1000 mètres carrés. Et effectivement, quand c'est un document d'urbanisme qui dit que là, c'est une implantation préférentielle, on va pouvoir, effectivement, la commission va pouvoir s'appuyer dessus pour refuser ou accepter. Et puis de regarder des choses qui sont essentielles pour la vie des commerces, bah, notamment les problèmes de stationnement et d'accessibilité.
Et vous, en tant qu'expert sur vos territoires et la connaissance du terrain, vous avez toute la connaissance et les éléments pour effectivement participer et amener les éléments essentiels dans ces documents. Alors, l'enjeu de la prise en compte du commerce dans les documents d'urbanisme, ces enjeux ont un certain cadre à prendre en compte. Alors, d'une part, les documents d'urbanisme ont vu leur rôle s'accroître sur la gestion des implantations commerciales. Donc, en fait, les stratégies qui sont mises en œuvre dans les documents d'urbanisme vraiment vont avoir une influence déterminante, de plus en plus déterminante, sur les implantations commerciales d'un territoire. Et les documents d'urbanisme permettent ainsi de préparer, d'avoir un cadre qui soit favorable et qui soit favorable à l'installation et à la pérennisation des commerces. Toutefois, comme on est dans un exercice de planification, il y a quand même un certain nombre de principes à respecter, et notamment ceux de prendre en compte uniquement des considérations urbanistiques et environnementales. On peut pas s'appuyer sur des critères économiques, par exemple, dans un PLU ou dans un SCOT pour gérer les implantations commerciales. Et on doit respecter aussi le principe fondamental de ne pas restreindre la liberté d'établissement et de ne pas fausser la concurrence. C'est-à-dire que si on prévoit certaines restrictions sur un territoire donné, on ne peut pas l'appliquer à l'ensemble du territoire. Il faut vraiment euh, flécher les secteurs du territoire qui sont concernés par ces restrictions. Et troisième élément, c'est vraiment de rechercher une cohérence depuis l'étape de l'état des lieux, du diagnostic, dans toutes les étapes d'élaboration du document, donc de cette étape du diagnostic jusque dans les pièces qui ont une portée opposable, c'est-à-dire qui vont déterminer la conformité des permis de construire ou des déclarations préalables. Et donc, toute cette cohérence à rechercher, elle va, euh, elle va permettre de justifier aussi et d'étayer le choix qui se sont opérés pour mettre en œuvre les dispositions réglementaires. Alors, quel que soit le document, ils sont toujours fabriqués à peu près de la même façon. C'est ce qu'on vous met en violet. Il y a toujours un diagnostic, un état des lieux, un enjeu, les enjeux, des objectifs et des conditions réglementaires qui traduisent effectivement ces éléments-là. Et c'est, comme le disait Elodie, il faut qu'il y ait une cohérence. Finalement, dans les diagnostics, l'état des lieux, on va s'appuyer sur votre connaissance de terrain que vous pouvez amener, des diagnostics, des études, des outils et observatoires qui vont pouvoir permettre tout ça de situer où est le commerce. Ensuite, quel que soit le document, la collectivité qui est en charge va faire des choix politiques sur la revitalisation des centres-villes, sur le maintien de la diversité, sur la maîtrise des flux et sur l'équilibre entre le foncier dédié à l'économique et par exemple au commerce. Et ça, on va le retrouver aussi bien au niveau des SCOT que des PLUI dans des documents qu'on va vous présenter derrière. Et puis dernière étape, l'étape peut-être qui est la plus connue, qui sont effectivement des outils réglementaires où on va avoir des prescriptions écrites, des prescriptions graphiques avec des conditions d'implantation qui vont pouvoir effectivement valoriser ou interdire le commerce. Donc, on va vous décliner finalement toute la cohérence à rechercher dans toutes les pièces des documents d'urbanisme. Donc là, on est à l'étape du diagnostic, à l'étape de l'état des lieux. Et c'est peut-être là où finalement votre rôle est le plus important, puisque c'est là où vous pouvez alimenter cette connaissance du terrain et cette connaissance des commerces sur votre territoire, permettant d'alimenter c'est le diagnostic qui est effectué au rapport de présentation.
Alors, effectivement, tous ces éléments peuvent être aussi, là je fais le lien avec le webinaire précédent. Du coup, Jérôme avait présenté un certain nombre de données d'outils dont on disposait à la Chambre de commerce qui peuvent permettre également d'alimenter cet état des lieux. Donc là, l'objectif, ça va être de faire un inventaire et de localiser les commerces sur le territoire. C'est par exemple ce qui a été fait sur l'exemple en haut, où on voit que l'ensemble des commerces, alors là on est sur une petite commune assez plutôt rurale, où sur l'axe commercial, ont été localisés selon leur typologie, enfin sur leur catégorie, les différentes activités commerciales et de services sur le centre-bourg de cette commune. Deuxième étape, ça permet d'avoir une approche par pôle. Trop souvent, on a des analyses qui sont faites à l'échelle de la commune, mais qui ne permettent pas de dégager finalement les différents pôles commerciaux, que ce soit des pôles de centre-ville ou des pôles de quartier, des pôles plutôt périphériques, sur un territoire. Donc, c'est très important de pouvoir avoir cette approche par polarité commerciale qui permet donc, in fine, de pouvoir ressortir, de pouvoir dégager les caractéristiques de chacune de ces polarités avec la typologie de commerce qui les compose, la forme urbaine dans laquelle elle s'insère, le rayonnement, c'est-à-dire l'aire d'attractivité de la polarité. Est-ce qu'elle a une aire d'attractivité seulement à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de la commune, voire intercommunale, qui vont avoir des incidences sur la fréquence d'achat. Est-ce que ça va être un pôle auquel on va se rendre très régulièrement ou occasionnellement? Et on peut effectivement, à ce moment-là, identifier l'enjeu lié à la vacance commerciale. Alors, c'est ce qui a été fait sur l'exemple que l'on vous a mis en dessous, où là, donc là, on est dans une démarche d'un SCOT, donc à une échelle intercommunale, où chaque pôle du territoire est localisé et les caractéristiques, enfin la typologie de pôle permet d'avoir une connaissance diversifiée une connaissance de chacun des pôles. Concernant donc là, ensuite, on va passer à la deuxième étape, qui est à partir de cet état des lieux, de ce diagnostic, en dégager des enjeux et des objectifs. Donc là, dans la démarche d'un SCOT, donc un schéma de cohérence territoriale, la deuxième pièce qui est importante, c'est le plan d'aménagement stratégique, qui est finalement le document politique qui permet d'identifier les objectifs suivis par la collectivité. Et donc, ce document, il doit être à la fois concis, clair et spatialisé. Et donc, en ce qui concerne le commerce, il doit permettre de dégager une armature commerciale future, c'est-à-dire que c'est un projet. Et donc, en cela, il a une vision un peu prospective. Donc, il doit à la fois prendre en compte les polarités commerciales qui sont existantes, mais également les polarités commerciales futures qui sont amenées à être développées sur le territoire. À partir de cette armature, on va identifier, on va décliner des orientations et des objectifs pour chacune de ces polarités, quelle que soit leur typologie, c'est-à-dire qu'elles soient de centre-ville ou de périphérie, et quel que soit finalement leur niveau dans l'armature commerciale. Et donc ce travail est synthétisé sous forme d'une carte qui permet de localiser les polarités et d'afficher en même temps la stratégie vraiment poursuivie dans le document d'urbanisme en matière de commerce. C'est-à-dire que là, dans l'exemple que l'on a ici, il s'agit, donc c'était sur le SCOT du Grand Provinois, on a bien identifié chacune des polarités quand il y en a.
et elles sont traitées quel que soit leur niveau dans l'armature commerciale. Alors, le seul bémol, c'est que, et là je viens de faire un contresens, c'est qu'en fait, l'approche dans le SCOT du Grand Provinois a été faite à l'échelle de la commune. Donc là, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, voilà, mais bon, au moins est affichée l'armature commerciale future. Toutefois, le bémol, c'est qu'elle a été faite à l'échelle de chaque commune. Dans l'exercice d'un PLU ou d'un PLUI, donc cette pièce politique et stratégique, c'est le PADD, donc le plan d'aménagement et de développement durable. Donc là, on retrouve exactement les mêmes éléments, c'est-à-dire la construction d'une armature commerciale future qui décline des orientations et des objectifs et qui sont synthétisés sous forme d'une carte. Alors là, on vous a mis deux exemples. Le premier exemple, l'exemple en haut, il s'agit d'une commune, d'une petite commune, où là, clairement, il y avait la volonté de préserver le commerce de proximité, donc les commerces existants et que l'on souhaite préserver sont identifiés sur cette carte. Et il y avait la volonté de créer une nouvelle polarité commerciale. Donc là encore, c'est clairement indiqué sur ce schéma de synthèse. Et donc là, la thématique du commerce a été traitée dans une carte synthétique qui concerne, c'est une synthèse multithématique. C'est-à-dire on retrouve à la fois les enjeux d'habitat, les enjeux d'accessibilité. Voilà, donc la thématique commerce fait partie de l'ensemble global du projet. Dans le cas que l'on vous a mis en dessous, là, en revanche, la carte de synthèse ne concerne que la thématique économique. Et du coup, le commerce est là aussi clairement affiché par une représentation avec un code couleur particulier qui concerne que l'activité du commerce au sein de l'approche économique. Là, je laisse Frédéric prendre le relais. Alors, tout ça se traduit, alors on ne va pas rentrer dans le détail des SCOT et des PLU, PLUI, mais tout ça se traduit dans la dernière étape sur les documents qui sont prescriptifs. Et c'est ça qui est important à avoir en tête, c'est que les choses qui sont écrites vont pouvoir effectivement faciliter le maintien du commerce, de maintenir les équilibres, de dire où les implantations commerciales peuvent se faire. Et il faut savoir aussi que dans les règles d'urbanisme, pour faire simple, vous avez 3 documents qui doivent s'intégrer les uns aux autres. Le plus grand étant, vous avez dû en entendre parler, le SDRIF. Ensuite, on a les SCOT et ensuite, on a les PLUI et en dessous, les PLU. Voilà. Donc là, en tous les cas, dans les orientations, le premier exemple qu'on voulait vous mettre en exergue, c'était dans le document d'orientation et d'objectifs qui va mettre en musique, qui va écrire ces prescriptions. Sur ce territoire-là, on vous a mis une carte, et dans ce document, c'est là où effectivement, on va mettre des objectifs chiffrés sur la consommation effectivement dédiée aux activités économiques et commerciales, en sachant que on rentre dans une ère ou dans un paradigme où effectivement on essaye de moins en moins de consommer de la terre agricole, de la terre foncière occupée par d'autres occupations naturelles ou forestières. On va en même temps mettre des orientations, a été mis dans ce document des orientations pour chacune des polarités. C'est les points que vous voyez, hein, les cercles de couleurs que vous avez sur la carte en dessous, qui mettent en même temps une armature et qui vont donner effectivement la localisation préférentielle, c'est-à-dire c'est là où la collectivité dit de préférence, il est souhaitable de pouvoir mettre les commerces dans ces secteurs-là, ce qui permet effectivement dans vos collectivités, in fine, tout au bout, un maire d'interdire ou de traduire ça dans son document d'urbanisme pour interdire les commerces dans certains secteurs. Alors, sur le tableau de droite, on vous a mis les éléments. Un premier élément qui est obligatoire dans le niveau des SCOT, au niveau de la localisation
préférentiel, c'est de faire une distinction qui est très intéressante entre les centralités urbaines, donc les commerces qui sont regroupés au centre de nos communes et de nos bourgs, et les implantations périphériques, et ensuite un certain nombre de conditions sur la fréquence d'achat. Alors la fréquence d'achat, ça traduit notamment en matière se traduit en matière d'urbanisme, notamment sur le problème d'accès quand on a des consommations ou quand on va acheter des choses qui sont volumineuses ou qui engagent effectivement des livraisons importantes ou qui sont dans des zones commerciales importantes. Il faut que les voies d'accès soient dimensionnées. Après, on va dire effectivement le rôle que ça a dans l'armature et on va même jusqu'à fixer des limites, puisque là, en l'occurrence, vous voyez que pour les plus de 1000 mètres carrés, il y avait des conditions qui étaient mises pour le centre-ville, pour les centres-villes et pour les centralités urbaines pour les 1000 mètres carrés et il n'y a aucune interdiction, par contre, dans les localisations périphériques. Alors, ça donne quoi? Ça donne là, sur ces éléments-là, vous avez effectivement de représenter toujours dans alors, un document qui suit le DOUC, qui est intégré, qui est devenu obligatoire, c'est le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique, où là, effectivement, on va localiser, mais ce n'est pas une localisation à la parcelle. Vous voyez bien que sur les photos aériennes qu'on vous a mis, les 4 pôles qui sont là, avec soit des polarités sur des centralités existantes ou de futures, et en même temps, donc sur des terrains plutôt mixtes, et en même temps sur des zones périphériques, où là, cette fois-ci, on est soit sur des zones uniquement commerciales, ou au contraire, des zones d'activité économique, où là, on a à la fois du commerce et de l'activité économique. Et sur les thématiques sur lesquelles on va traiter sur chacun des pôles, on a des critères spatiaux, donc j'en ai parlé sur les secteurs périphériques et les centralités, sur des conditions d'implantation des commerces, donc ça va être sur des thématiques commerciales, sur les surfaces de vente, sur la fréquence d'achat, sur la forme urbaine, est-ce que c'est, comme on dit, la boîte à chaussures améliorée ou pas, est-ce que c'est du commerce de rez-de-chaussée, sur des critères d'artificialisation et de consommation économe de l'espace. C'est là où effectivement on va s'intéresser à la notion de la vacance en disant qu'il est primordial surtout de pouvoir implanter les commerces dans les zones où on a des vacants, où on a des locaux vacants, et puis au dernier élément sur des critères environnementaux et de mobilité qui permettent effectivement de bien desservir et de bien inscrire les commerces ou les zones commerciales dans un paysage urbain amélioré. Donc effectivement, là, on est dans un exercice de SCOT, donc un document intercommunal. Et donc, les autorisations d'exploitation commerciale délivrées par les CDAC doivent être compatibles avec ces deux documents présentés par Frédéric, donc par le DOU et le DACL. Il y a il y a un troisième document auquel les CDAC se réfèrent pour délivrer des autorisations d'exploitation commerciale. C'est en l'absence, ce sont les orientations d'aménagement et de programmation qui sont sur la thématique commerce, prévues dans les PLUI. C'est-à-dire un PLU en général est à une échelle communale, mais une démarche PLUI, c'est un PLU à une échelle intercommunale. Et en l'absence de SCOT, le Code de l'urbanisme prévoit que dans un PLUI, on peut prévoir une OAP commerce, donc une OAP thématique, qui comporte les orientations relatives à l'équipement commercial et donc qui fixe, tout comme le fait un DACL, des conditions d'implantation. Donc effectivement, dans cette OAP, on doit retrouver un certain nombre d'objectifs politiques affichés par la collectivité qui déterminent des orientations et donc inclut les différentes conditions que l'on peut prévoir dans un DACL. Alors, dans l'exemple que l'on vous expose aujourd'hui, le choix a été fait
de décliner pôle par pôle, pour les pôles à la fois existants et futurs, l'ensemble des objectifs, des orientations et des conditions du DACL. Donc là, sur l'exemple exposé ici, il s'agit d'une centralité, d'une polarité insérée en centralité urbaine, qui, dans l'armature commerciale future, doit tenir le rôle d'un pôle intermédiaire, donc un niveau intermédiaire. C'est pas le plus bas, mais c'est pas non plus le plus haut. S'il s'agit d'un pôle existant et qui correspond à un centre-ville. Les orientations qui concernent cette polarité étaient de renforcer l'offre commerciale, de prévoir des linéaires commerciaux de préservation donc sur les commerces existants, et l'objectif aussi était d'atténuer certaines ruptures commerciales qui avaient été identifiées. Donc là, on voit bien sur la carte les linéaires commerciaux de préservation sur les commerces existants. Ce dispositif permet d'avoir une influence sur les implantations futures pour conserver la vocation commerciale d'une part du local et d'orienter sur est-ce qu'on souhaite plutôt accueillir du commerce ou du service, parce que l'on verra plus tard que l'on peut différencier si on veut accueillir du commerce ou du service. Et vous voyez sur cette carte, en même temps, par rapport à ce que l'on montrait dans le SCOT, où on avait cette espèce de nébuleuse rouge qui montrait le périmètre. Là, cette fois-ci, comme on a un exercice qui est un PLU ou un PLU, on a un découpage à la parcelle, ce qui veut dire que le périmètre de la polarité est dessiné en rouge et est localisé à la parcelle près. Et donc, sur les conditions d'implantation pour les futurs commerces, on fixe des fréquences d'achat. On peut, là, le choix avait été fait d'autoriser l'implantation d'un commerce de plus de 1000 m² de surface de vente, mais en encadrant malgré tout la surface de vente totale à l'échelle du pôle. Donc là, c'était 2000 m² maximum. On pouvait y accueillir à la fois de l'artisanat, du commerce, des services et de la restauration. La forme urbaine privilégiée, c'est des commerces situés en rez-de-chaussée de logements. Et pour atténuer les ruptures commerciales qui avaient été identifiées en phase diagnostique, on identifiait également des linéaires de développement, c'est-à-dire des secteurs où, en cas d'opération de renouvellement urbain, on privilégierait l'implantation de commerces sur ces secteurs pour atténuer ces ruptures commerciales. Et donc, effectivement, comme l'a signalé Frédéric, on a le périmètre en rouge qui indique bien les secteurs qui sont concernés par ces conditions d'implantation. Pour faire simple dans vos têtes, c'est-à-dire que finalement, tout ce que vous voyez à l'extérieur de ce périmètre rouge, on n'interdit pas le commerce, alors quoique dans le document d'urbanisme peut le dire, mais on dit que d'une façon privilégiée, le commerce doit s'implanter dans ce périmètre rouge exclusivement. Donc on a bien une action à la privilégier pour la redynamisation des commerces et lutter contre la vacance. Et l'objectif aussi, le fait d'afficher ce périmètre, c'est bien de respecter le principe dont on vous a parlé au début, qui est de ne pas entraver la liberté d'entreprendre sur tout le territoire. C'est-à-dire que on privilégie, enfin, on oriente quand même les secteurs sur lesquels on encadre beaucoup plus les commerces que sur d'autres. Alors, autre document, là, ce sont les OAP, donc les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles, cette fois-ci. Les OAP sectorielles, en fait, elles correspondent à un quartier ou un secteur spatial, enfin, c'est un secteur donné sur votre territoire, où là, on va avoir un certain nombre d'orientations, des intentions d'aménagement qualitatives ou quantitatives, et qui vont permettre, dans le cadre, soit
dans une opération de renouvellement urbain, d'identifier les bâtiments sur lesquels on souhaite conserver une vocation commerciale ou non. Alors ça, par exemple, c'est le cas en bas à gauche, où le bâtiment gris entouré de orange accueille du commerce, mais on souhaite requalifier l'offre commerciale sur ce bâtiment-là. Et par exemple, sur les bâtiments qui sont rouges, là, l'objectif est simplement de préserver et de développer un linéaire commercial pour préserver les commerces existants. Sur les cas à droite, on est aussi dans une opération de renouvellement urbain qui accueillait déjà du commerce, mais l'objectif est de changer sa forme et de prévoir là des rez-de-chaussée actifs en rez-de-chaussée des logements. Donc, sont signalées les façades sur lesquelles on souhaite voir les locaux commerciaux implantés. Et puis, ça peut aussi se matérialiser par le développement d'un parvis commercial et on le localise très clairement à l'échelle du secteur, ce qui permet de choisir l'implantation, les secteurs où les commerces devront s'implanter, permettant de s'insérer de façon pertinente et cohérente avec les secteurs autour, de s'insérer à l'échelle du global du projet. Alors, ces OAP peuvent, et doivent d'ailleurs, elles sont obligatoires sur les secteurs qui sont en extension de l'urbanisation. C'est-à-dire, là, les deux cas que l'on vous montre aujourd'hui, il s'agit de projets de renouvellement urbain. Mais quand on a des secteurs à urbaniser dans un PLU, les OAP sectoriels sont obligatoires. Et là, vous pouvez mettre en œuvre ce type de prescription dans l'OAP, permettant aussi d'orienter la localisation des commerces. Alors, le dernier élément qu'on voulait mettre en exergue et que vous devez peut-être connaître, alors juste une précision, hein, toutes les cartographies que l'on vous a données, même si on ne vous a pas donné le nom des communes, sont toutes de Seine-et-Marne. Donc, c'est des choses qui se pratiquent sur vos territoires ou autour de vos territoires. Alors, ensuite, l'élément le plus connu, c'est effectivement les règlements écrits et graphiques. Où on a dans les articles, ils sont tous fabriqués de la même façon, hein, on a un certain nombre d'articles qui sont définis. Le premier qui est le plus intéressant pour réglementer le commerce, c'est les articles 1 et 2. Et avec les nouvelles réformes, les réformes les plus nouvelles de la réglementation, on a des destinations et des sous-destinations. On a 5 destinations, je pense 5, j'en vois 4. Donc, on ne sait pas compter apparemment. Non, si, il y en a. Il va falloir qu'on Non, il apprenne. y a exploitation agricole et forestière, habitation, commerce, activités de services, équipement d'intérêt collectif et autres activités du secteur secondaire et tertiaire. Merci Élodie, je t'ai pas réveillé, je dormais encore. Donc, effectivement, sur les 5 destinations, donc c'est les 5 chapeaux rouges que vous avez sur le tableau de droite, et dedans, on en a 4 qui sont plus ou moins, on en a 2 qui sont plus ou moins intéressantes. C'est celle qui s'appelle commerce et activité de service, avec des sous-destinations qui sont en dessous, et celle où on va trouver les entrepôts, qui sont la dernière tout en rouge. Et à chaque fois, dans chacun des documents, on peut mettre des conditions où c'est autorisé. Donc, le commerce, en l'occurrence, artisanal, le commerce de détail, la restauration, toutes les activités de service où s'accueille une clientèle autorisée ou interdite, ou autorisée sous condition. Et ça permet effectivement de réglementer très clairement les activités dans ces zones-là. Alors, ça donne quoi sur une carte? C'est la diapo d'après. Et ben voilà, sur la première diapo en haut, on vous a mis, c'est-à-dire que l'ensemble du document sur le territoire concerné de la commune est découpé en zones, c'est les éléments rouges que vous avez, avec un lettrage.
Et on vous a mis par un code couleur là les endroits où le commerce est autorisé ou pas. Et là on voit qu'en UXC et en 1 à UXC, c'est effectivement le commerce est autorisé. UX généralement c'est lié aux activités économiques. Et dedans on met le commerce. Et vous voyez très bien qu'à côté, dans le UXE, eh ben, par exemple, on a purement et simplement interdit toute implantation commerciale. Et dans les zones urbaines, donc les UD, vous voyez que le commerce est autorisé sous certaines conditions. Dans un autre, dans le document du bas, on a la même chose sur les zones urbaines et on a quelque chose qu'on voulait vous signaler, c'est sur la zone UI où finalement le commerce est autorisé sous condition, mais il est autorisé sous condition simplement sur les tirets roses qui sont effectivement les linéaires commerciaux à préserver. En dehors de ça, il est interdit. Donc, ce sont ces articles-là qui sont les articles principaux, donc qui permet effectivement de réglementer l'interdiction du changement de destination. Ça permet effectivement d'avoir des règles, de compléter par des règles dans les eaux sur ce que l'on fait quand on est dans un territoire où on a des bâtiments en hauteur, comment on dissocie le rez-de-chaussée du haut, et puis de mettre en place des plafonds pour les commerces. Et enfin, on a d'autres articles sur notamment le stationnement, puisque pour que le commerce puisse vivre, il faut effectivement du stationnement. Et donc, on a un certain nombre de règles que l'on regarde, c'est-à-dire pour le commerce ou les autres activités, restauration ou hôtellerie, des normes à respecter. Et au niveau de la chambre, on surveille notamment pour que sur les petites surfaces, on autorise plutôt le stationnement sur la voie publique plutôt que d'obliger, puisqu'on est sur des parcelles qui sont très construite, on peut pas, quelqu'un ne peut pas construire des places de parking sur son territoire. Voilà ce qu'on voulait vous présenter en matière de documents d'urbanisme. On est à votre disposition M- pour répondre à vos Merci questions. Frédéric et Elodie, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent effectivement réagir aux différents propos qu'ont pu tenir Frédéric et Elodie, notamment en lien avec ce qui est aujourd'hui mis en place sur vos territoires? Pour rappel, hein, la compétence commerce n'est pas une compétence obligatoire, hein, des collectivités locales. Certaines s'en saisissent, d'autres non. Mais effectivement, l'urbanisme aujourd'hui est une compétence communale et intercommunale quant à la mise en œuvre de documents de planification. Après, charge à vous au travers de vos documents respectifs de prendre en considération et en charge cette question de l'implantation et de l'activité commerciale sur vos territoires. Je ne sais pas s'il y en a qui souhaitent réagir sur ce qui a été présenté par Elodie et Frédéric. Je vous laisse lever la main si tel est le cas et bien sûr, n'hésitez pas à prendre la parole. Je crois que vous les avez. Non, Ils mais Bon, on en tout comprend. cas, ouais, ils sont en tout, bouche bée au travers des Non, éléments mais que vous on leur comprend avez. que c'est un peu compliqué. Enfin, ouais, l'intérêt, notre propos était surtout de vous convaincre que vous avez des choses à apporter parce qu'un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte ne peuvent être bien pris en compte que si on connaît le terrain, mm, si on a l'expérience de ce qui se passe dessus et à différentes échelles, c'est-à-dire qu'effectivement au niveau du PLU, on a la main sur le commerce, mais au niveau des SCOT, qui est encore un niveau au-dessus, il va y avoir des choses, des décisions qui vont être prises et qui peuvent être des non-sens par rapport à ce que vous vivez sur vos communes. Donc, il ne faut pas hésiter. La Chambre de commerce est là. Nous, on réalise en même temps tous ces documents et on y participe sur certains territoires. On pense notamment au Val d'Europe sur lequel on vous a déjà présenté la fois dernière. Donc, on essaye on espère qu'on vous a convaincu de jeter un coup d'œil et si jamais on vous dit est-ce que vous avez quelque chose à dire, eh ben faites-le. Voilà. C'était ça notre propos. Voilà, c'est bien de vous rappeler que ces différents outils de planification d'urbanisme commercial sont des outils véritablement pour être en capacité de structurer le commerce sur vos territoires, que ce soit le commerce actuel, mais aussi le commerce à venir et son installation sur vos différents territoires. Est-ce que je peux te laisser la main, Elodie, pour passer les slides? Est-ce que bien ça te sûr. pose problème? Ah non, Donc après avoir vu cette présentation
très intéressante effectivement de l'utilisation des documents de planification pour structurer vos commerces et lutter contre la vacance. Moi, je voulais évoquer avec vous un autre sujet qui est en ligne directe, puisque notamment ce fameux droit de préemption commerciale, il peut être en termes notamment le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat que vous êtes en capacité de mettre en œuvre sur vos territoires, peut être annexé. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de documents de PLU ou de PLUI aujourd'hui être annexés aux documents d'urbanisme. Je ne suis pas en capacité de savoir si aujourd'hui c'est quelque chose qui est récurrent sur vos territoires, ou en tout cas si certains d'entre vous l'ont annexé à leur PLU ou à leur PLUI. En tout état de cause, la possibilité pour votre collectivité locale, que ce soit la commune ou le PCI, ou un établissement public qui aura vocation ou auquel vous aurez fait une délégation de compétences quant à l'utilisation et à la mise en œuvre de ce droit de préemption commerciale, d'acquérir en priorité certains biens commerciaux lors de leur cession, donc sur un périmètre que vous aurez préalablement délimité et pour lequel nous, établissements consulaires, nous sommes amenés à rendre un avis, tout comme la Chambre des métiers d'ailleurs, au moment de sa définition par décision du conseil municipal ou du bureau communautaire si c'est un périmètre qui est mis en place à l'échelle de votre EPCI. Et l'objectif de ce fameux périmètre de sauvegarde et ce droit de préemption commerciale, c'est justement, là encore, de préserver la diversité et la vitalité du commerce de proximité dans vos centres-villes ou dans vos centres-bourgs, et surtout et d'éviter la transformation de locaux en logements ou en bureaux. Donc, pour rappel, ce droit de préemption commerciale, il peut cibler en tout premier lieu, et c'est sur ce volet-là qu'il est le plus généralement utilisé, les fonds de commerce, bien sûr les fonds artisanaux, mais également le simple droit au bail, et donc en cas de cession du droit au bail, donc le bail commercial, et, euh, et aussi les terrains destinés à apporter du commerce sur des surfaces de vente entre 300 et 1000 mètres carrés et les constructions dans les 5 ans. En termes de conditions de mise en œuvre, donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le préalable indispensable quant à l'utilisation et à la mise en œuvre de ce droit de préemption commerciale, c'est effectivement l'élaboration, la prise d'une délibération par le conseil municipal ou par le conseil communautaire d'un périmètre de sauvegarde fondé sur un diagnostic du tissu commercial local, sur lequel, là aussi, nous, établissements consulaires, on peut être amené à échanger avec vous et à vous accompagner. On a eu, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un échange, par exemple, avec la commune de Bussy-Saint-Georges qui envisage une modification de son périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat établi et à son élargissement sur une nouvelle polarité commerciale. Donc, n'hésitez pas là encore à revenir vers vous, un, si vous n'en avez pas, et deux, si effectivement vous envisagez de le modifier peu ou prou dans les mois ou les années à venir. Et l'intérêt principal de ce droit de préemption commerciale, c'est qu'en cas de cession du fonds commerce ou du fonds artisanal, le vendeur a obligation de déposer auprès de vos services une déclaration préalable, ce qu'on appelle une déclaration d'intention d'aliéner. Et vous, en tant que collectivité locale, vous disposerez alors d'un délai de 2 mois pour exercer ce fameux droit de préemption au prix et aux conditions indiquées, ou à renoncer, bien sûr, à ce droit de préemption, ou, le cas échéant, saisir le juge si vous êtes en total désaccord avec le prix qui a été fixé par le vendeur. Une fois que ce droit de préemption aura été mis en œuvre et mis en activité, vous aurez, vous, commune, obligation de rétrocéder ce bien à un commerçant ou à un artisan dans un délai de 2 ans à compter de la date d'acquisition effective. Et pour ce faire, vous devrez naturellement procéder par appel à candidature pour permettre aux titulaires enfin aux personnes de postuler quant à l'acquisition de ce fameux fonds de commerce ou de ce fonds artisanal. Donc, les principaux points de vigilance qu'on souhaitait mettre en avant sur cet outil réglementaire qu'est le droit de préemption commerciale, c'est un, que au moment de l'élaboration de votre périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat, il faut bien naturellement que ce périmètre soit justifié et adapté au contexte local, donc qui nécessite, j'ai envie de dire, une étude approfondie de votre tissu commercial existant pour savoir si effectivement il est pertinent de mettre en œuvre et justifier
de mettre en œuvre un périmètre de sauvegarde sur telle ou telle polarité commerciale existante sur vos collectivités. Deux, que c'est une procédure qui est quand même relativement rigoureuse, puisque il y a une déclaration préalable et il y a des délais à respecter, notamment une des principales difficultés que rencontrent les collectivités. Et là-dessus, naturellement, n'hésitez pas à réagir pour celles et ceux qui ont d'ores et déjà un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat sur leur territoire, notamment sur les problématiques éventuellement de rétrocession, puisque effectivement, il faut trouver le fameux porteur de projet qui va se réinstaller une fois que la collectivité aura procédé à la préemption d'un fonds de commerce. La problématique qui peut se poser, c'est effectivement, est-ce que je vais être en capacité de trouver un repreneur rapidement pour recéder le fonds de commerce en question. C'est une procédure qui est coûteuse, puisque bien naturellement, vous allez devoir payer les loyers aux propriétaires du local commercial durant suite à la préemption pendant toute la durée euh, de, d'attente quant à la rétrocession du fonds de commerce. Donc nécessairement, ça peut avoir un coût non négligeable pour la collectivité. Et comme nous allons le voir, c'est un outil qui doit naturellement s'articuler avec d'autres dispositifs, et notamment un que nous allons voir juste après, qui est la question de la foncière de redynamisation commerciale, dont certaines sont d'ores et déjà en création ou en activité sur le territoire de Seine-et-Marne. Est-ce que sur cet outil-là, déjà, est-ce qu'il y en a certains qui souhaitent réagir, et notamment sur, nous notifier le fait qu'il existe sur vos territoires? Nous, on essaye de faire un recensement un peu des collectivités qui ont été amenées à mettre en place ou à modifier leur périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat sur leur territoire. Et est-ce que effectivement, elles rencontrent certaines contraintes quant à sa mise en œuvre, ou en tout cas, ils y voient un intérêt tout particulier, notamment puisque le premier des intérêts de cet outil, c'est de permettre d'assurer un suivi des transactions immobilières sur vos territoires, et notamment de voir quel est le turnover qu'il peut y avoir quant aux activités commerciales sur vos territoires, et surtout et d'essayer de sauvegarder dans la mesure du possible, bien naturellement, des activités qui sont nécessaires dans vos différents centres-villes. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent réagir ou pas? Bon, pas de réaction pour le moment, pas de questions. Et donc ensuite, après ce droit de préemption commerciale, qui est donc un des outils, celui qui est en corollaire direct de ce périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat et de ce droit de préemption commerciale, c'est effectivement la création de foncières de redynamisation. Donc là aussi, c'est un outil pertinent, notamment lorsque une collectivité souhaite maîtriser l'affectation des locaux, et surtout soutenir aussi la modernisation des cellules commerciales, et garder une certaine attractivité sur certaines cellules commerciales existantes sur son territoire. Donc aujourd'hui, en France, on recense 84 foncières de redynamisation sur l'ensemble du territoire national, et c'est un outil qui se fait au travers de partenariats qui peuvent être montrés entre la collectivité locale, les acteurs publics et notamment la Banque des Territoires, mais également, en l'occurrence, la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, puisque nous allons être partenaires, et là tu m'arrêtes si je me trompe Stéphane, de la foncière de Meaux, qui est en cours de création, qui à ma connaissance n'est pas encore créée à proprement parler en tout cas. Et bien sûr aussi ne pas hésiter à y intégrer le cas échéant des bailleurs sociaux, puisque les bailleurs sociaux peuvent être également, même si c'est moins flagrant en tout cas sur le territoire de Seine-et-Marne que ça ne peut l'être sur d'autres départements franciliens, et je pense en particulier à un département que je connais bien puisque j'y travaillais avant, qui est la Seine-Saint-Denis, les bailleurs sociaux qui sont de grands propriétaires de locaux commerciaux, de pieds d'immeubles sur les départements voisins de la Seine-Saint-Denis. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir procéder à l'acquisition effectivement de locaux commerciaux pour les remettre sur le marché une fois qu'ils sont vacants, suite à des travaux qui ont été réalisés par la foncière. Euh, donc les actions comme hop, merci Elodie. Les actions que peut mettre en œuvre la foncière, c'est effectivement, comme je disais, l'acquisition de locaux vacants, voire en difficulté, par achat ou préemption. Bien naturellement, la réhabilitation de ces locaux avec des travaux et bien sûr une mise aux normes qui permettra une meilleure commercialité du local commercial en question, et bien sûr d'assurer une gestion locative professionnelle de l'ensemble de ces
locaux acquis par la foncière avec une sélection des porteurs de projets qui seront susceptibles de s'installer dans le dit local, la possibilité là encore de proposer un accompagnement du porteur de projet une fois que celui-ci sera sélectionné et de lui offrir, on va dire, des conditions de loyer adaptées ou en tout cas progressives pour faciliter la pérennisation de l'activité commerciale dans le dit local. Et bien sûr, l'objectif à terme, souvent, c'est de procéder à une revente de la dite cellule commerciale à une foncière privée, potentiellement, qui chargera du suivi de l'activité commerciale installée à l'intérieur de ce dit local. Donc aujourd'hui, on a quand même 2200 commerces qui sont concernés par les 84 foncières que j'évoquais sur la slide précédente, et ça représente aujourd'hui 350 cellules qui ont été remises en activité au travers de l'utilisation de cet outil qui est la foncière de redynamisation commerciale. Donc, quelques points de vigilance encore, tout comme pour le droit de préemption commerciale. Comme vous l'avez compris, au regard de l'objectif qu'a une foncière de redynamisation commerciale, je vois que j'ai fait une erreur sur le titre de ma slide, mais je modifierai ça avant de vous l'envoyer, bien naturellement. La première chose, c'est qu'effectivement, ça nécessite un portage financier solide. Donc, le fait de trouver des partenaires quant à l'élaboration et à la constitution même de la foncière. Ça sous-entend là aussi une certaine coordination avec la stratégie globale de revitalisation urbaine de la collectivité, c'est-à-dire que la foncière, elle doit intervenir dans un objectif stratégique global à l'échelle non pas simplement d'une polarité commerciale, mais de la globalité de l'activité commerciale présente sur la commune en question. Et bien naturellement, là, on peut gouverner au travers des différents acteurs impliqués dans l'élaboration et la constitution de la foncière, avec, bien sûr, c'est une inscription qui s'inscrit sur le temps long, hein. Les foncières de redynamisation commerciale, elles n'ont pas pour objectif de n'intervenir que sur une courte durée, étant donné qu'il y a quand même déjà un temps de latence important entre la décision de création d'une foncière et le lancement effectif des opérations d'acquisition de locaux commerciaux par la foncière en question, et notamment la mesure de l'impact qu'aura eu la foncière quant à la revitalisation d'une polarité commerciale ou d'un itinéraire commercial ne se mesurera pas en une année. Moi, on sera plutôt sur des opérations sur, on va dire, 5 à 10 ans globalement. Pas de réaction? Non, toujours pas. Bon, je vous laisserai éventuellement poser vos questions à la suite de mon intervention. Oui, Corinne, tu voulais Oui, prendre la parole. oui, justement, je voudrais savoir combien de foncières, est-ce que vous savez combien de foncières actuellement prennent en charge la préemption commerciale? Parce qu'elles sont plutôt basées sur les préemptions foncières et non pas sur la difficulté de travailler sur une préemption commerciale. Alors, Ou en effectivement, définitive, on n'est pas propriétaire des murs, c'est de l'immatériel uniquement. on est d'accord. Effectivement, moi, je sais que pour en avoir. Alors, sur le territoire de Seine-et-Marne, j'ai pas encore la connaissance effectivement sur comment vont intervenir ou vont pratiquer, parce que c'est des outils qui commencent à être mis en place, à être mis en œuvre sur le département de Seine-et-Marne, mais sur une commune que tu connais bien, Corinne, Saint-Denis, Oui. je sais sur Saint-Denis, ils ont fait beaucoup d'acquisitions des murs aussi, plus que Ah, mais que des d'acquisition de murs. fonds de Il y a commerce. pas de, c'est justement, enfin, moi, toutes celles que je connais, elles ne font que du foncier. Elles prennent pas en charge. Le risque est trop important sur Le les risque préemptions financier commerciales. pour Ouais. en cas d'accident, c'est justement la problématique qui se pose en termes de portage financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus, il y a plus de sécurité quant à l'acquisition des murs et à la définition de la destination du local commercial quant à l'activité qu'on souhaite y installer, plutôt que l'acquisition effectivement de fonds de commerce au travers la préemption, même si d'un point de vue légal, c'est possible au travers d'une foncière également. Ouais. Mais effectivement, Mais il y a est-ce assez peu qu'il n'y a pas encore enfin, la de retours CCI sur. 77, elle n'a pas de retour sur Non, l'ensemble des non. foncières françaises. D'accord. C'est une question que j'avais posée aussi au dernier séminaire qu'on a eu avec les managers. Bon, voilà. Désolé Non, pour non, cette non, mais information-là, je ne l'ai pas. après, c'est relativement nouveau aussi comme principe. Enfin, il n'y a pas 20 ans d'expérience.
Non, Donc, de retour d'expérience sur bah la oui. mise en œuvre de foncière, je te l'accorde, effectivement, on a un retour qui est quand même relativement restreint, dans la mesure où certaines sont, comme je l'ai dit, hein, c'est un temps long, hein, entre le moment où on décide de mettre en place une foncière, qu'elle est effective et qu'elle commence à réaliser ses premières opérations d'acquisition, on est sur le temps long, hein. Ah bon, Euh, à mon expérience, c'est 6 ans. Hein. Voilà. Donc, Ouais, notamment celle de Saint-Denis, je sais que entre le 6 moment ans. où elle a été constituée ou le moment où elle a commencé à réaliser ses premières acquisitions, ça a été quand même Alors, fastidieux, on va dire, et long. bah, disons que les premiers commerces avaient été ciblés, mais c'était surtout entre le moment, bon, ça c'est la problématique de l'administration en règle générale, entre le projet, le départ du projet et la mise en œuvre de ce projet jusqu'à que le projet soit effectif, il y a des temps, mais juste incroyables. C'est un peu ça notre problématique de l'administration française. Hein. Même si, comme je l'ai dit, hein, l'intérêt de l'action de la foncière, c'est qu'on est normalement sur un temps long en termes d'opération, Oui, d'opérationnalité, même si et l'objectif après, à on est terme. sur un temps long. Et la preuve, c'est que tout ne fonctionne pas toujours très bien. Parce que, enfin, de ce que j'ai pu voir bon, sur Saint-Denis et ailleurs, parfois, les premiers acquérants des locaux n'ont pas, enfin, sont pas suffisamment solides ou il n'y a pas la bonne clientèle. Enfin, voilà, enfin, c'est toute une démarche et un suivi. Bah, c'est pour ça que je disais que ça se fait dans le cadre d'une stratégie globale, en fait. Ah Ça- oui, complètement, voilà. complètement. Et même Ça, dans le cadre d'une stratégie globale, mais c'est en tout cas, les foncières, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Pas seulement les grosses foncières qu'on peut avoir ou les foncières familiales, etc. Mais là, c'est intéressant d'avoir un portage, en tout cas administratif, qui permet de travailler différemment. Merci, Corinne. Non, mais c'est moi. Merci pour. Jérôme? Oui, bonjour à tous. Je voulais juste compléter un petit peu les propos qui ont été tenus, faire le lien avec la partie études et observatoire hein, que j'avais présenté la fois dernière. Et donc, voilà, dire que la CCI, en termes d'études et d'observatoires, on intervient un petit peu à toutes les étapes qu'on vient de présenter ici. Donc déjà en amont de la réalisation des documents d'urbanisme, donc je travaille notamment avec Frédéric et Elodie sur la définition enfin, la sélection des polarités commerciales et un travail un peu sur l'armature commerciale future. Et ensuite aussi, donc par rapport à la notion de droit de préemption commerciale, je vois qu'il y a la ville de Meaux qui est présente, donc on avait travaillé sur la réalisation d'un rapport préalable à la mise en place d'un périmètre de préemption commerciale, donc enfin, périmètre de sauvegarde, de façon à voir si ce périmètre était cohérent au vu des enjeux du commerce local. Et aussi, on intervient également dans le cadre d'études en rapport, par exemple, avec la mise en place d'une foncière ou, pareil, avec la ville de Meaux, enfin, Stéphane, tu peux éventuellement en parler, mais on avait identifié les localisations, enfin, un peu rue par rue, quel type de commerce implanter prioritairement en fonction du marché, en fonction de l'urbanisme, en fonction du fonctionnement de la ville et donc et en fonction aussi de la propriété foncière de la ville à court ou moyen terme. Merci, Jérôme. D'autres réactions? Donc, dernier outil que je voulais évoquer avec vous, alors sur lesquels certains managers m'ont d'ores et déjà interrogé hein, sur la mise en place de cet outil fiscal que constitue la taxe sur les friches commerciales. Merci. Donc son objectif, hein, là encore, c'est d'inciter les propriétaires à remettre sur le marché des locaux commerciaux vacants depuis un certain temps, en leur appliquant là encore une fiscalité spécifique. Donc ça s'inscrit vraiment dans la logique à la fois de lutter bien sûr contre la vacance commerciale et mobiliser au mieux le foncier commercial. Donc quel type de biens peuvent être ciblés par cette fameuse taxe? La première, ce sont bien sûr les locaux à usage commerciaux ou agricoles, dont ceux à usage de bureaux également.
Les locaux des associations, établissements d'enseignement privé et administration publique, hein. Tout ce qui est ateliers d'artisans qui ne sont pas munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le caractère d'établissement industriel, et tout ce qui est éléments isolés et dépendance d'établissements industriels situés en dehors de l'enceinte de ces établissements. Donc vous voyez que là encore, la nature des biens ciblés par cette taxe lorsqu'elle est mise en place est large. Euh, si tu peux- voilà. Les conditions de mise en œuvre, bien sûr, il faut que, là encore, la taxe soit instaurée par une délibération de la commune ou de l'EPCI compétent avant le 1er octobre de l'année N pour une application en N+1. Donc là, si certaines collectivités envisageaient de mettre en place cet outil sur vos territoires pour l'année prochaine, nécessairement, il faut que la délibération prise par l'EPCI ou par la commune soit faite avant le mois d'octobre pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Et elle concernera du coup des locaux vacants qui sont vacants depuis plus de 2 ans. En sachant que le montant est calculé sur la base de la valeur locative cadastrale du bien, avec des taux progressifs selon la durée de vacances et évolutif. Donc 10% la première année d'imposition, 15% la seconde, 20% à partir de la troisième. Donc, et vous avez aussi la possibilité en collectivité de majorer ce taux dans la limite du double. Donc là aussi, et la possibilité aussi de mettre en place des exonérations quant à son application. L'objectif quant à la mise en place de cette taxe sur les friches commerciales sur vos territoires, généralement, c'est inciter à la remise en location ou à la cession des locaux vacants. C'est-à-dire que quand vous avez des propriétaires de locaux commerciaux notamment qui, en gros, freinent, on est vraiment sur de la défiscalisation hein, dans le cadre de l'opération qui a été menée par le propriétaire et pas forcément quant à la valorisation et la mise en commercialité du local commercial. Donc là, c'est vraiment pour les cibler eux particulièrement. Deux, c'est de mobiliser le parc existant avant d'envisager la création de nouvelles cellules commerciales. Donc là encore, on est en lien avec ce qu'évoquaient Frédéric et Elodie en première partie sur le fait de structurer son commerce, c'est-à-dire à un moment donné de se poser la question de l'existant avant de créer de nouvelles entités ou nouvelles cellules commerciales. Et puis, bien naturellement, ça va contribuer financièrement au budget local pour que la collectivité puisse mener des actions de revitalisation sur son territoire. Donc, quoi qu'il arrive, les points de vigilance, c'est que ça nécessite en tout premier lieu un recensement précis des locaux vacants et aussi le fait d'accompagner de façon très directe les propriétaires de locaux vacants sur vos territoires respectifs pour que cette taxation soit pas perçue comme une taxation punitive et que l'objectif à terme hein, pour vous, c'est de favoriser, quoi qu'il en soit, la remise sur le marché. Donc les principaux écueils que je vois par rapport à la mise en place de cette taxe sur vos territoires, c'est que c'est une gestion quand même relativement complexe et que ça nécessite, tout comme la préemption d'ailleurs, un suivi fin de l'évolution de son offre commerciale. Et puis, bah, certains disent que la taxe est insuffisamment dissuasive dans la mesure où il suffit que le propriétaire soit enclin à publier des annonces pour assurer la mise en location du local commercial pour être exonéré de la taxe. Donc c'est vrai que c'est un outil qui peut être euh, intéressant pour notamment reprendre contact avec des propriétaires qui seraient totalement déconnectés du territoire pour lequel ils sont propriétaires de locaux commerciaux, hein. Des fois, on a des foncières où, honnêtement, le, le propriétaire, sur la connaissance du territoire dont il possède des locaux commerciaux, on est assez éloigné d'une connaissance terrain du contexte du local commercial qu'il propose à la location. Et puis, ça peut être aussi un effet d'annonce sur l'intention de votre collectivité de façon très claire à agir sur la résorption de la vacance sur son espace commercial, enfin sur son territoire. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés, Élodie, Frédéric et moi. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ou des remarques que vous souhaitez faire sur ce qui vous a été présenté ce matin? Comme je l'ai dit hein, en introduction de notre atelier de ce matin, on est en continuité directe avec l'atelier du mois précédent
qui s'intéressait à la problématique de l'état des lieux du commerce sur le département de Seine-et-Marne, parce que vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, on a un certain nombre d'activités commerciales qui, au regard du contexte économique, souffrent particulièrement et que effectivement, potentiellement, on va avoir des problématiques de, voilà, de locaux vacants qui devraient être apparents malheureusement sur vos centres-villes ou sur vos polarités commerciales dans les prochains mois ou dans les prochaines années, malheureusement, si l'activité économique ne redémarre pas comme elle le devrait. Corinne, t'as levé la main, tu souhaites réagir ou c'est tout à l'heure Non, c'est tout à l'heure. C'est resté. Attends, il faut que je l'enlève, c'est ça. voilà. Voilà, ça y est, elle est enlevée. En Excuse-moi. tout état de cause, voilà, nous on voulait vous présenter voilà l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui existants et que vous pouvez mobiliser là encore. Je l'insiste pour structurer vos polarités commerciales sur vos différents territoires. Donc, un rappel de tout l'intérêt d'être très regardant sur vos documents de planification en matière d'urbanisme commercial. Et puis, les différents autres outils qui sont aujourd'hui à la disposition des collectivités qui souhaitent s'engager et intervenir de façon proactive pour la redynamisation de leur tissu commercial au travers de la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. Parce que là encore, et ça, peut-être que Mo pourrait réagir, mais, parce que je sais que Mo, pour le coup, a un périmètre de sauvegarde depuis longtemps et que la collectivité de Meaux a d'ores et déjà utilisé de façon active le droit de préemption commerciale. Mais par exemple, est-ce que certains d'entre vous ont envisagé ou avec connaissance par exemple de l'existence de cette fameuse taxe sur les friches commerciales, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu envisager de mettre en œuvre sur vos territoires? Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué à un moment donné ou pas? Et si tel n'est pas le cas, les raisons qui feraient que vous n'envisageriez pas de la mettre en œuvre sur vos territoires. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir vos réactions sur ces différents outils. Notamment, je sais que la foncière de redynamisation, c'est quelque chose d'un peu plus lourd. Donc, c'est quelque Oui. chose sur lequel il faut bien réfléchir avant sa mise en œuvre et qu'on est, là encore, comme l'a dit Corinne, sur le temps long. Mais voilà. Non, juste en ce qui nous concerne, sur la ville de Logne, on n'a pas de périmètre de sauvegarde et ça, c'est envisagé. On n'a pas pu le mettre en place depuis que notre nouveau maire a été mis en place en octobre 2023. Donc, ça devrait se faire sur le prochain mandat. D'accord. Donc, à suivre, on en reparlera de toute façon. Mhm. Et puis, on n'a pas de problème, nous, de mettre en place une taxe sur les friches. On n'a pas, enfin, voilà, notre commerce n'est pas suffisamment développé et puis tout est plein, quoi. Enfin voilà, les locaux, s'il y a un ou deux locaux de vide, c'est pour des raisons déterminées. Donc il y a pas. Après, il faudra voir sur le périmètre de préemption quelles sont les possibilités effectivement de pouvoir peut-être déléguer la préemption sur les outils qu'on commence à mettre en place. Mais bon, tout ça, c'est à voir. Mais c'est le prochain mandat. D'accord. Je pense que ça va être un peu pareil partout. Je ne suis pas sûre qu'on prenne de grands. Oui, le contexte de futures élections au niveau communal dans les prochains mois, l'année prochaine en l'occurrence, fait qu'effectivement la prise de décision quant à la mise en œuvre d'un périmètre de sauvegarde, enfin c'est pas, on va dire que le calendrier n'est pas forcément des plus Non, opportuns. mais par contre, qu'on ait les outils et les réflexions pour pouvoir y travailler, ça c'est important. On est d'accord. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, moi je le dis assez souvent aux managers que je suis amené à rencontrer individuellement lors de mes déplacements sur vos territoires, le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat, c'est vraiment un outil aussi du suivi. Aujourd'hui, beaucoup l'utilisent plutôt comme un outil de suivi. Ah bah c'est un observatoire, Voilà. Même de. si Ah ouais. du coup ça ne fonctionne que dans la mesure où il y a une cession du fonds de commerce. C'est aussi la problématique, c'est la limite, on va dire, du De périmètre de l'exercice. sauvegarde et Ouais.
et du droit de préemption commerciale, c'est-à-dire que notamment lorsqu'il y a des cessions de parts, un changement, un simple mutation en la personne du dirigeant, bah là, vous n'êtes pas informé effectivement Non. de ces éléments-là. Donc ça a effectivement un intérêt premier sur le suivi et la transformation des activités commerciales en cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, mais pas effectivement en cas de cession de parts sociales et de changement quant à la détention des parts sociales de la personne morale exploitant le local commercial en question. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ça, c'est ce que je voulais juste Merci dire. Corinne. Merci pour les informations et merci pour la réunion de ce matin qui était fort intéressante. Merci beaucoup. D'autres réactions, d'autres commentaires? Non? Bon. Écoutez, je vous remercie de votre présence et de votre participation à notre atelier de ce matin. Je remercie une nouvelle fois Élodie et Frédéric pour leur intervention sur les documents de planification d'urbanisme commercial qui étaient fort intéressantes et qui rappellent toujours que aujourd'hui une collectivité a des outils pour structurer son commerce sur son espace et qu'il y a nécessité effectivement de mener cela à bien dans une stratégie globale, très clairement. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouverai pour de nouvelles aventures le mois prochain sur la question de la gestion des biodéchets qui sera la thématique de notre atelier du mois de juin. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.